Bien, bonjour à tous. Nous allons poursuivre notre séance là du cours sur l'intervention de l'État et nous sommes dans la partie où la crise de 29 a obligé l'État à intervenir dans la conjoncture économique et un économiste, Keynes, est à l'origine de ce raisonnement, l'inventeur de la macroéconomie en quelque sorte, hein, si on veut faire simple. Et là, on va poursuivre notre analyse de ce qu'on appelle le multiplicateur de la dépense publique. Alors pour cela, on a besoin d'avoir tout d'abord notre identité comptable, notre équilibre emploi-ressources. Donc ça, je reviens pas dessus. Il y a une vidéo qui a été faite là-dessus sur l'identité qu'il y a entre la production de services finaux, ici, et qui seront forcément soit consommés, soit correspondront à l'investissement, soit correspondront à de la dépense publique. D'autre part, une théorie très simple de la dépense de la consommation ici, donc ça c'est un agrégat, mais ça c'est une théorie de la consommation qui nous dit que la consommation est une fonction du revenu disponible. Le petit d qui apparaît ici, ça correspond à disponible, hein, le revenu disponible, mais sinon c'est la fonction de consommation keynésienne qu'on a déjà vue, avec A la propension marginale à consommer qui est comprise entre 0 et 1, et puis il nous faut une définition du revenu disponible. Ça c'est très simple, c'est pas une théorie. Le revenu disponible, hein, la définition, c'est votre revenu moins les taxes que vous allez payer, plus les transferts sociaux. Alors les transferts sociaux, les revenus de transfert, les transferts sociaux, c'est par exemple, si vous avez un logement et que vous avez des aides pour le logement, eh bien les aides pour le logement, c'est un revenu de transfert ou des transferts sociaux. Les allocations familiales, par exemple, ce sont des revenus de transfert. Et donc le revenu disponible, ce que vous avez de disponible pour consommer, eh bien c'est votre revenu, hein, je le répète, moins les impôts, plus ce que vous avez reçu de la part des aides publiques. Bon, et à partir de là, on fait le même raisonnement, c'est-à-dire que on veut pouvoir calculer le multiplicateur, et pour ce faire, eh bien, nous allons remplacer C, l'agrégat, par C, une théorie de la consommation, et le revenu disponible, on va le remplacer par sa définition. Donc là, on va aller assez vite, hein. Donc là, on remplace le Y qui est ici, c'est celui-ci. Le signe identité s'est transformé en égalité parce qu'à partir du moment où le C qui est ici vient dans mon identité comptable, eh bien ce n'est plus une identité, ça devient une égalité. Il y a une hypothèse, hein, c'est l'hypothèse que la consommation est fonction du revenu disponible. Donc l'identité se transforme en égalité. Donc ça nous donne AY plus D plus B plus I plus G. Mais YD, on a la définition ici. Donc on va remplacer YD par sa définition. AY moins T plus F, plus B plus I plus G, et à partir de là on va distribuer, et l'objectif c'est comme toujours, je passe rapidement sur les calculs, l'objectif c'est d'isoler Y pour obtenir une équation complète. Donc là je vous laisse faire le petit calcul, c'est très simple, hein, c'est niveau 4ème, et donc là on se retrouve avec une équation, en tout cas sur le plan arithmétique. Sur le plan conceptuel c'est un petit peu plus compliqué, mais donc voilà, donc on se retrouve avec une équation qui est ainsi faite ici, et cette équation nous la retrouvons tout de suite pour être capable de calculer quelle est la politique économique la plus efficace en économie fermée. Alors, si en économie fermée, j'aurais pu rajouter les exportations, les importations, mais ça aurait alourdi inutilement le raisonnement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en économie ouverte, eh bien, le multiplicateur est plus faible. Voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est l'analyse de cette équation. Alors on sait d'où elle vient, cette équation. Donc première chose à retenir, c'est que il y a 4 variables. La première variable, c'est la fiscalité, T. La seconde variable, c'est les transferts sociaux. Donc T, on augmente ou on diminue les impôts, la plupart du temps on les diminue. Ici, quand on veut faire une politique de relance, on va le voir bien sûr, les transferts sociaux, ça c'est l'investissement privé, et ça c'est l'investissement gouvernemental, la dépense publique. Évidemment, quand on pilote l'économie, quand on fait de la macroéconomie, ce qu'on voudrait, c'est avoir la politique économique la plus efficace, celle qui va augmenter le revenu au multiple. Et la question se ramène à savoir, mais quelle est la politique économique la plus efficace, c'est-à-dire quel est le multiplicateur le plus grand? Et bien là, on a 4 variables, et bien il suffit de calculer le multiplicateur des différents multiplicateurs. Alors si on calcule le multiplicateur de dépenses publiques, c'est une dérivée partielle, on considère que toutes les autres variables sont des constantes et on va dériver uniquement par rapport à la dépense gouvernementale. Et donc si on calcule la dérivée première, d degrés sur d de g, c'est 1 sur 1 moins a, c'est ce qu'on a calculé ici, les autres variables restant constantes.
L'autre possibilité, c'est d'agir sur la dépense privée. Bon, à la dépense privée, on voit que le multiplicateur de dépenses privées, c'est le même. Évidemment, 1 euro dépensé par une entreprise privée n'a exactement le même impact sur le revenu qu'un euro dépensé par le gouvernement. Sauf que, évidemment, quand on est dans une période de confinement et que les chefs d'entreprise n'ont pas le moral, il est clair qu'ils n'ont aucune raison dans une économie décentralisée d'augmenter l'investissement. C'est la raison pour laquelle c'est la dépense publique qui doit prendre le relais. Le multiplicateur de transferts sociaux. Alors là, c'est celui-ci. Alors là, si on le calcule, D2Y sur D2F, là on va avoir A sur 1 moins A, évidemment, puisque là ici on voit qu'on a un petit a, on l'a ici dans le calcul, A sur 1 moins A, et on peut déjà pressentir que comme A est compris entre 0 et 1, avec le numérateur petit a est plus petit que 1, on peut intuitivement comprendre que le multiplicateur de transferts sociaux est un peu plus faible. Et puis le multiplicateur fiscal, donc là on va dériver par rapport à cette variable, par rapport aux taxes, et donc D2Y sur D2T, ça va nous donner moins A sur 1 moins A. Et donc le moins A ici s'explique très très bien parce que la diminution de la fiscalité, le delta T qui est ici, il est négatif. Et donc une diminution négative, c'est logique qu'on ait un signe négatif ici, puisque moins par moins ça va devenir plus, et donc la diminution de la fiscalité va entraîner une variation du revenu qui elle sera positive. Donc là le multiplicateur fiscal, il a cette somme. Et une fois qu'on a les 4 multiplicateurs, eh bien, il suffit de comparer la valeur des multiplicateurs. Et là, il n'y a pas besoin d'être un expert en mathématiques pour se rendre compte qu'à partir du moment où A est compris entre 0 et 1, eh bien, on a forcément une inégalité, le multiplicateur de dépenses de transfert public ou le multiplicateur fiscal est plus faible que le multiplicateur d'investissement privé ou d'investissement public. Autrement dit, pour le dire autrement, mathématiquement, en tout cas dans l'analyse keynésienne, il est plus efficace d'augmenter la dépense publique que de diminuer les impôts. Moi je résume ça en disant finalement dans les deux cas qu'on baisse les impôts ou qu'on augmente la dépense publique, dans les deux cas on augmente le déficit, mais le keynésianisme de gauche va avoir tendance à augmenter la dépense publique, à jouer sur cette partie-là, c'est keynésien, et le keynésianisme de droite qui va créer un déficit, eh bien va plutôt avoir tendance à diminuer les impôts. On peut dire qu'en gros, en France ces dernières années, Nicolas Sarkozy a augmenté les déficits, c'était du keynésianisme de droite, par la baisse d'impôts, souvenez-vous, il y avait un bouclier fiscal, alors que par la suite, le keynésianisme de gauche a plutôt vocation à augmenter la dépense publique. Et une des raisons pour lesquelles le multiplicateur de transferts sociaux ou le multiplicateur fiscal est plus faible, c'est tout simplement c'est que quand on donne de l'argent aux gens, je fais simple ici, finalement ce que nous dit la théorie keynésienne, c'est qu'ils ne vont pas tout dépenser. La propension marginale à consommer est rarement égale à 1, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Ce qui fait que une partie de l'argent qui sera distribué sous forme de crédit d'impôt, qui sera donné sous forme de transferts sociaux, ne sera pas dépensé. Alors que si c'est l'État qui dépense cet argent, alors là, il dépensera la totalité de chaque euro. Donc, il vaut mieux que l'État prélève l'argent, chaque euro, et le dépense, plutôt qu'il le laisse aux individus, aux agents économiques, qui ne vont pas tout dépenser. C'est ça qui explique justement la différence de valeur entre ces différents multiplicateurs. Et ça permet d'expliquer que à chaque crise économique, du coup, on relance. Le déficit va se creuser. Donc là, ici, on a une chronologie qui part de 1950 à 2016, là où encore François Hollande était au pouvoir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Ici, sur le graphique, on voit les dépenses publiques. Donc, c'est le G dont on parlait, le delta G. Donc, on voit que dans les années d'après-guerre, on voit que le déficit a été construit, il y a un effet multiplicateur qui est donné, mais la différence, c'est que dès l'instant où la croissance est repartie, on a eu des excédents. Et on peut dire que pendant les 30 glorieuses, en somme, là ici on voit le creux de la crise de 68, qui a été une année de faible croissance, de croissance positive quand même, mais on a eu 5 semaines de grève générale qui ont ralenti la croissance économique, même si elle est restée positive. Donc là, la dépense gouvernementale a soutenu la demande, mais on peut dire que pendant ces 30 glorieuses,
en moyenne, je dis bien en moyenne, le déficit est resté nul, donc l'endettement n'a pas augmenté. Là où les choses se sont compliquées, c'est à partir du premier choc pétrolier. Et là, lors du premier choc pétrolier, alors là, ralentissement économique, fin des 30 Glorieuses, sous la gouvernance de Valéry Giscard d'Estaing, le déficit a augmenté. Jacques Chirac était le premier ministre de ce gouvernement, et donc le déficit a augmenté. Ensuite, le second choc pétrolier a entraîné une deuxième augmentation de la dépense publique. Ensuite, la crise de 1993, alors là on a augmenté la dépense publique, toujours en espérant, souvenez-vous que le multiplicateur fasse son office, donc la dépense publique augmente, hein, le multiplicateur keynésien est ici. Ensuite, on voit bien l'effort budgétaire qui a été fait à partir de 93. On voit qu'on réduit au maximum ici la dépense publique, on réduit les déficits parce qu'on avait des critères de Maastricht à respecter pour faire partie du premier train de la monnaie unique. Puis ensuite, les attentats du 11 septembre, deuxième ralentissement économique et crise de la nouvelle économie en 2001, on relance. Et puis ensuite, la crise des subprimes. Et puis, évidemment, il faudrait compléter le tableau avec la crise du coronavirus qui arrive 10 ans plus tard et qui va naturellement faire exploser, selon moi, la dépense publique parce que tout simplement, les investissements privés vont être gelés. On ne voit pas comment les chefs d'entreprise pourraient investir dans un contexte d'insécurité et d'incertitude totale. Et donc, c'est probablement l'État qui va le faire. D'ailleurs, au moment où je parle, la semaine dernière, la Commission européenne a bien précisé aux pays de la zone euro et de l'Union européenne d'ailleurs de ne pas respecter qu'ils étaient autorisés à ne pas respecter les critères de dépenses publiques et donc de les augmenter. Donc voilà, donc derrière ça on a cette comment dirais-je derrière le multiplicateur keynésien, il y a une pratique de politique économique qui consiste à dire n'ayons pas peur de creuser le déficit public par la dépense publique, il a un effet multiplicateur sur le revenu, donc et on voit que les gouvernements ne se sont pas gênés pour pratiquer cette politique. On peut même aller plus loin, on peut même regarder un petit peu, par exemple, comment les Américains ont lancé un peu au moment de la crise des subprimes cette partie-là. Si on compare la politique de Roosevelt, qui a été finalement le premier avec le New Deal à abandonner la règle de l'équilibre budgétaire, et que l'on compare entre celle de Obama, donc on voit qu'on était en moyenne entre 32 et 37, en moyenne à 4,3% du PIB, de la dépense publique, enfin du déficit sur le PIB, 4,3, là où Obama, on est arrivé à quasiment 10% ici en 2009, cette partie-là, et en moyenne c'est 7,4. Donc on peut dire que clairement Obama a été plus keynésien que Roosevelt, qui pourtant a été le pionnier et dont la pratique a peut-être, je dis bien peut-être, inspiré John Maynard Keynes pour théoriser les vertus de la dépense publique. Voilà pour ce cours et cet approfondissement des multiplicateurs. Je vous remercie de votre attention.